Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatique News pour cette nouvelle édition du lundi 11 février d'Informatique News Hebdo pour décrypter l'actualité du secteur high-tech. Et comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'être en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, comme d'habitude, pas mal de choses sur dans notre plateau, dans notre musette. On ouvre les débats par une petite statistique qui est assez intéressante, éclairante. 50 000 notifications sur la RGPD depuis le lancement de la loi. Ça fait quand même un certain nombre. En Europe, hein, en Europe, bien sûr. D'ailleurs, c'est 59 000, donc c'est presque 60 000. En fait. Et effectivement, c'est une statistique qui a été donnée par un cabinet d'avocats qui s'appelle DLA Piper, qui est un peu spécialisé dans tout ce qui est nouvelles technologies. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 3 pays qui se dégagent, donc Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, qui sont à plus de 10 000, les 3, plus de 10 000 notifications chacune. La France est assez loin derrière, 1300. Alors on peut l'analyser de deux manières, c'est-à-dire soit les entreprises françaises sont vertueuses, extrêmement vertueuses, soit le contrôleur ne fait pas bien son travail. Mais en fait, donc les contrôleurs, c'est les CNIL locales. Ouais. Et je dirais que pour prendre la défense de la CNIL, il y a quand même eu l'amende de Google récemment, 50 millions d'euros, donc c'était pas négligeable. Donc ça veut dire que finalement, peut-être qu'ils s'intéressent à pêcher les gros poissons d'abord, plutôt que une stratégie qui se défend, on va dire. Alors, on en avait parlé la semaine dernière, la fin du support officiel de Windows 7 par Microsoft, avec le passage dans une logique de contrat spécifique, qu'on appelle le support étendu. Et là, en termes de prix, on passe sur une nouvelle dimension. Alors effectivement, donc c'est au bout des 10 ans, le support de Microsoft est arrêté, inclus dans le logiciel, sachant qu'après les 10 ans, il n'y a plus de développement fonctionnel. Mais si on veut le support, il faut payer. Et là, c'est notre confrère américain ZDNet, Marie-Jo Follet, qui est une spécialiste de Microsoft, qui suit Microsoft depuis 30 ans peut-être, et qui a sorti des tarifs. Alors pour l'instant, ce ne sont pas des informations officielles, mais on a vu les prix, et effectivement, je pense que ça... Alors, l'idée, ça commence la première année, c'est à partir de 2020, comme vous l'avez dit, 25 € par poste, 25 $ par poste la première année, ça peut monter jusqu'à 100 $ par poste la quatrième année. Donc, ça va peut-être inciter les entreprises à réfléchir, à migrer vers Windows 10. Que les entreprises migrent leur part sur Windows 10, ça, du point de vue du fournisseur, on peut comprendre que maintenir plusieurs versions de Windows, c'est un peu compliqué. Mais bon, évidemment, il faut voir aussi le point de vue des entreprises. Et ce sont des sommes, si on a des entreprises à 1000 postes, 10 000 postes, on fait le calcul rapide, ça va coûter cher pour un poste de travail. En plus, pour une version en plus d'un OS qui est quand même maintenant largement obsolète en termes de fonctionnalité quand même. Alors ça, c'était pour le software. On n'oublie pas le hardware et on parle d'Itanium. Je ne sais pas si nos lecteurs savent précisément ce que c'est. C'est une espèce de super processeur architecture RISC. Alors, en fait, effectivement, c'est un projet qui a été lancé dans à fin des années 90, donc un peu avant ça, il y a eu la mode des architectures RISC. Donc il y a eu Digital, équipement, beaucoup de nos lecteurs connaissent pas, HP et d'autres ont développé leur propre puce RISC, et ensuite HP et Bull d'ailleurs s'est associé avec Intel pour développer une puce intermédiaire qui devait être le successeur du x86. Et donc ça a donné l'Itanium, qui a été sorti en 2001 la première année, enfin pour la première version, et qui a été une version très décevante avec des performances qui n'étaient absolument pas au niveau. Donc ensuite il y a eu Itanium 2 qui est arrivé, qui était meilleur. Après, quelques années plus tard, HP s'est complètement désengagé de ce projet. HP de l'époque, qui est HP aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, Intel annonce la fin d'Itanium en 2021, sachant qu'entre-temps, évidemment, il y a eu l'arrivée des puces Xeon qui ont tout mangé. Bon, il faut dire rappeler qu'Itanium, c'était une puce intermédiaire entre le RISC et le x86, donc le CISC. Un mélange entre les deux. Et que c'était une puce 64 bits. Ce qui était à l'époque en avance. Une grosse performance. Donc mais on voit quand même que quand on lance une puce, une génération, c'est quasiment une génération d'hommes, c'est une vingtaine d'années. Donc ce sont des projets qui ne sont pas sur le court terme. Mais c'est comme une cible de supercalculateur, et les entreprises qui ont... Mais il s'est trouvé que les Xeon étaient très performants, donc, enfin certains d'entre eux, les haut de gamme, étaient très performants, donc...
Bah écoutez, un pan d'histoire informatique qui se referme. Alors là, on change complètement d'univers, on parle de la French Tech, avec un rapport sur le montant des fonds levés en 2018. Et là, on dépasse les 3 milliards 5 d'euros, ce qui commence à faire un petit peu d'argent quand même. Alors effectivement, ça fait pas mal, mais il faut voir à quoi on le compare. Et donc, alors c'est 700 tours de table, donc ça fait une moyenne de levée de 5 millions. Donc évidemment, je crois qu'il y a un éventail qui est très grand, ça va de quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à dizaines, voire éventuellement plus. C'est une statistique qui a été faite par CB Insight, donc c'est un cabinet qui fait pas mal d'études sur l'high-tech. Et alors, à quoi on va le comparer? Fait un peu plus que l'année d'avant, donc 8%, je crois, de plus, donc ça progresse. Mais il faut le comparer à d'autres pays qui sont comparables, donc l'Allemagne c'est 4 milliards, donc c'est un petit peu plus, mais surtout la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, 15 milliards. Donc on voit la différence de l'échelle de grandeur. On ne parle même pas des États-Unis. Hein. Non. Très bien, alors de la levée de fonds, je vais y arriver à l'IPO, il n'y a qu'un pas qu'on franchit allègrement, et c'est l'occasion de parler de Slack, qui est un outil d'échange collaboratif que j'imagine un certain nombre de lecteurs utilisent, et qui donc se lance en bourse, hein, d'où le terme IPO, avec une levée de fonds qui est assez intéressante. Hein, un montant d'introduction en bourse qui est assez intéressant si on compare aux 3,5 milliards dont on parlait. Donc effectivement, c'est la valorisation de l'entreprise qui est à 10 milliards. Alors Slack, comme vous l'avez dit, c'est un outil, une plateforme collaborative pour entreprise. Hein, il faut quand même qui est orientée entreprise. Donc c'est pas mal pour 10 milliards de dollars, c'est pas mal pour une entreprise dont la solution a été sortie en 2014, donc ça fait à peine 5 ans, donc c'est bien. C'est pas mal aussi pour une entreprise qui a dégagé un chiffre d'affaires de 220 millions. Alors, ils publient pas leurs chiffres, mais enfin, à l'occasion de l'IPO, ils sont obligés de donner un certain nombre d'informations. Donc 220 millions de dollars en 2017 en chiffre d'affaires, donc on voit mais comme toujours, alors on va voir combien ils vont lever, hein, quel sera le cours de l'action et combien ils vont lever à cette occasion-là, sachant que effectivement, on en a parlé à plusieurs reprises, il y avait eu une désaffection pour les introductions en bourse, hein, ces derniers mois, voire ces dernières années. Les entreprises, enfin les grosses start-up, on va dire, qui étaient arrivés en bout de course de levée de fonds privés, continuaient avec des sociétés d'investissement privées plutôt que d'aller en bourse pour les raisons qu'on connaît, hein, parce que c'était à la fois c'était très court-termiste en termes de stratégie d'entreprise, et puis c'est des contraintes qui sont quand même assez lourdes. Donc les entreprises préféraient aller vers les sociétés d'investissement. Donc c'est une introduction majeure dans le domaine de l'entreprise, dont les résultats donneront quelques indications sur les tendances sur les marchés à venir. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Le grand dossier de la semaine, c'est une étude du cabinet Synergie, hein, sur l'évolution du cloud. J'allais dire, ça va mieux que bien, puisqu'on parle d'une croissance de 50% par an, ce qui est évidemment dans les marchés, quand même énorme sur un marché qui croît, je dirais, bon an mal an, à 4%. Et encore, c'est optimiste. Hein. Et encore, c'est optimiste. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a un transfert de l'informatique on-premise, comme on dit, vers le cloud. Bon, il se trouve qu'en plus, c'est doublement intéressant, puisqu'on reçoit cette semaine Stéphane Hadinger, qui est le directeur technique de AWS France. Alors, comme vous disiez, c'est le cabinet Synergie, hein, qui, chaque trimestre, fait un peu dans le domaine du cloud, fait un peu le bilan. Et je dirais que le top 4 reste inchangé. On les connaît, hein, c'est AWS, Microsoft, Google, et puis le quatrième, c'est IBM. Et il y en a un cinquième qui arrive, c'est Alibaba. On a interviewé la semaine dernière le patron en France. Alibaba, maintenant, qui est référencé en tant que fournisseur, et pas dans les suivants, le top 10 suivant, donc qui devient un acteur significatif. Et l'autre point important, c'est que dans le domaine du cloud public, AWS est quand même très très loin devant, puisque en gros le cabinet Synergie dit que le chiffre d'affaires c'est à peu près l'équivalent des 4 suivants, donc c'est quand même très important. Et c'est vrai que si on regarde Amazon a publié ses résultats financiers il y a quelques jours, et AWS est une filiale, donc elle apparaît en tant que telle avec ses comptes propres, donc c'est 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires,
et c'est un résultat opérationnel de 7 milliards de dollars. Donc c'est quand même quelque chose de très conséquent. Et donc si on prolonge, hein, même ne serait-ce qu'à 5 ans, si on prolonge les évolutions respectives du cloud et de l'informatique traditionnelle on-premise, data center, 50% contre 4%, on voit bien que l'équilibre, ça va basculer très rapidement. Et l'idée que le cloud devienne finalement le standard de fonctionnement de l'informatique dans les entreprises, bon, c'est pas encore tout de suite, mais parce qu'il y a plein d'entreprises qui gardent encore leur informatique dans leur data center, mais en tout cas les choses sont en train d'évoluer quand même. On sent qu'il y a une accélération qui est assez rapide. Très bien, bah écoutez, sûrement une étude sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Ça, c'était pour la semaine en cours, Guy. Pour les semaines à venir, hein, c'est le chantier du RGPD version US. Hein. Oui. Alors après Apple et Microsoft, c'est Cisco aussi. Cisco, et puis il y a IBM qui s'est joint. Et donc c'est assez amusant, entre guillemets, dans le sens où quand l'Europe avait lancé la RGPD, qui est quand même, je dirais que là pour le coup on critique beaucoup l'Europe, mais la RGPD c'est une initiative européenne, donc on ne peut que la saluer. Et les entreprises américaines montraient ça un peu comme une initiative anti-société américaine. Et il se trouve qu'en fait, bon, l'idée, c'est le RGPD, c'est la protection des données personnelles. Et on sait que l'Europe a une vision, enfin les pays européens ont une vision assez différente des Américains. Et là c'est je dirais une évolution intéressante dans la mesure où les sociétés américaines finalement prennent conscience du phénomène parce que entre-temps elles y sont confrontées, sur le territoire européen. Elles y sont confrontées, elles doivent s'y conformer, et puis parce que la notion de protection des données personnelles est quelque chose de plus en plus important, et on s'en rend compte dans l'influence je dirais de toutes les technologies à la fois dans la politique, dans la société, etc. et toutes les attaques dont on subit, dont parle quasiment toutes les semaines. Donc c'est quand même intéressant. Finalement, là, pour le coup, l'Europe a été en avant-garde et les sociétés américaines suivent. Donc c'était quelque chose. Et en plus, quand on voit le profil des sociétés en question, c'est pas la PME du coin, oui, effectivement. Bon, on voit bien après une ligne d'opposition entre les Google et comment dirais-je, Facebook, et puis les gens de la tech plus traditionnels. Absolument, et effectivement, pour amener des gens comme Facebook à souhaiter ça, il y aura un peu de temps. Voilà. Un peu de temps. Alors justement, parce qu'on parlait d'Apple en cas de cette initiative sur le RGPD, c'est notre dernier point. Alors coup de cœur ou plutôt coup de gueule. Les deux, en fait. Toujours cette problématique de fiscalité, et donc Apple, pardon, je vais y arriver, qui a transigé, hein, je crois que c'est le terme qui convient avec le ministère des Finances français, pour régler une petite amende, enfin je ne sais pas évidemment si c'est le terme amende qui est le bon, de la bagatelle de 500 millions d'euros. Hein. Oui, 500 millions d'euros sur les 10 ans passés. Donc, 500 millions d'euros, c'est une somme conséquente. Oui, mais ça fait divisé par 10 ans, ça fait 50 millions d'euros. Et en fait, si on ne connaît pas les chiffres, puisque Apple ne les donne pas, d'ailleurs Apple donne de moins en moins de chiffres. Hein, il donnait avant des chiffres précis sur les produits, etc. Il les donne plus. Évidemment, il ne donne pas les chiffres par pays, mais on peut évaluer à peu près le chiffre d'affaires d'Apple à 4 milliards d'euros. Donc 50 millions d'impôts sur les bénéfices en plus de ce qu'ils payent, c'est-à-dire quasiment rien. En France, sur 4 milliards, c'est pas beaucoup. Alors, évidemment, la question c'est est-ce qu'on est très gourmand et qu'on n'aura jamais rien, ou est-ce qu'on est moins gourmand et finalement on récupère quelque chose? Bon, le ministère des Finances a préféré récupérer une somme modeste, et alors c'est pour ça que c'est un coup de cœur et un coup de gueule en même temps. Bon. Mais il y en a peut-être d'autres qui vont suivre. On ne sait jamais. Très bien, écoutez, on conclut sur cette prévision. On attend les suivants, si je puis dire. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt, merci.